Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris avec un jeune auteur, je peux dire ça Nicolas, jeune auteur, nouvel auteur. Nouvelle et jeune. Et ton livre s'appelle Le cœur, le corps au cœur de l'homme, hein. Au cœur de l'homme. Ouais. Aux éditions Souffle d'Or, tu as développé en fait une nouvelle approche thérapeutique, c'est ça? Oui, une approche centrée sur le corps, centrée sur les ressources qui sont dans le corps, centrée sur l'intelligence qui est là en nous et qui est active en réalité tout le temps, mais dans notre culture occidentale qu'on a tendance à négliger. C'est-à-dire on est très éduqué en Occident à considérer notre corps comme une chose, comme un truc qu'il faut éventuellement nourrir bien, faire du sport, qu'il faut éventuellement les rééquilibrer, qu'il faut remettre droit, mais bon, un truc quoi. Et c'est un paradoxe qui m'a frappé assez tôt dans mes recherches et dans ma pratique, c'est qu'en réalité, être vivant, ça veut dire avoir un corps. Et comment ça se fait que la seule chose de concrète que nous ayons sur Terre, ce corps, nous le considérions comme une chose? C'est complètement fou. Et qu'on en sache si peu, à part ce que nous dit la science, c'est-à-dire comment nous digérons, comment nous marchons, comment nous percevons, voire même comment le cerveau fonctionne, mais ça ne correspond pas à un vécu interne. Et ça ne nous dit pas qu'est-ce que le corps nous apporte durant ce temps qui nous est donné de vivre. C'est-à-dire qu'il nous donnerait de l'information, qu'il a une intelligence, hein. Je me suis vraiment posé la question, à quoi ça sert un corps? J'ai été parmi mes formations thérapeute manuel, donc en ostéopathie énergétique, et je me suis vite rendu compte qu'on ne pouvait pas considérer le corps comme un objet, même un objet informationnel, que ce n'était pas suffisant, que même avec le considérer comme une source d'information fine qu'on pouvait rééquilibrer n'était pas suffisant parce qu'il manifestait une intelligence, en particulier dans le fait que rééquilibrer un symptôme souvent ne marche pas, ne tient pas dans le temps. Il peut y avoir des expériences aussi assez précises de personnes qui m'ont montré qu'elles semblaient générer des expériences assez hallucinantes, comme pour retrouver leurs symptômes. J'avais donc l'impression que le corps était plus qu'un champ d'information, plus qu'une mécanique, donc bien sûr, mais qu'il était une vraie intelligence et qu'il était capable de faire des choix. Et donc il y avait une volonté interne et que on ne pouvait pas passer par-dessus en fait. Au point même que je me suis demandé dans ma pratique qu'est-ce que j'apportais vraiment aux gens quand je les ai rééquilibrés, puisque j'avais même l'impression de leur faire perdre du temps, puisque le corps semblait dire quelque chose, et qu'en les rééquilibrant, finalement, il fallait qu'ils se refassent un accident un peu plus tard pour retrouver leurs symptômes. Donc j'ai failli arrêter toute pratique manuelle à un moment donné, jusqu'à me dire, mais non, c'est pas possible, le corps n'est pas qu'un objet. J'ai failli m'intéresser que à la psychothérapie en me disant il faut régler les choses dans l'esprit. Mais j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir des expériences très corporelles, en particulier à travers la danse instinctive que m'a transmis mon épouse, dont elle est porteuse, à travers aussi le chamanisme, qui est pour moi une voie très incarnée, très de spiritualité dans le corps, dans la matière. Et puis des états donc vécus beaucoup à travers la danse, hein, de sentir que mon corps n'est pas qu'un espace qui subit mon esprit, quoi. Il n'est pas qu'un objet qui suit plus ou moins bien. Et donc de me dire non, il y a quelque chose là à aller écouter vraiment. Quel est le lien alors entre le corps et l'esprit? Eh bien, je pense que ce qu'on appelle habituellement esprit est en réalité l'activité du corps. Notre mental, notre activité, nos croyances, tout ça en fait sont pour moi le résultat immédiat de l'activité de notre corps. Que c'est notre corps c'est lui qui établit les interactions avec l'environnement, c'est lui qui sait comment nous devons interagir, et c'est lui qui fait les choix. Et la pensée que nous avons, nos croyances, ne sont que les résultats de ça. Donc cette séparation corps-esprit qui est très propre à l'Occident, certaines cultures traditionnelles, primordiales, n'ont pas de séparation pour les deux mots, je me suis évertué à aller regarder de très près pour voir comment faire disparaître en fait cette séparation. Sachant qu'on ne peut pas non plus réduire l'être forcément que à son corps. Mais ce qu'on nomme esprit dans notre culture, c'est-à-dire ce que je viens de nommer, nos croyances, nos pensées, pour moi sont clairement l'activité du corps. Alors quel est le lien entre le corps et l'âme? Alors ce qu'on pourrait appeler âme, c'est-à-dire que là on a des problèmes avec les terminologies, mais j'aime me baser sur une notion tripartite de l'être humain,
c'est de considérer que l'être humain en fait, est à l'image du cosmos, et que le cosmos, que ce soit dans les visions chrétiennes ou traditionnelles, est souvent considéré comme étant en 3 parties. Le monde d'en bas, que les chrétiens nomment le Fils, c'est-à-dire le champ de la force vitale, qui est aussi celui de la matière, donc auquel le corps appartient. Le champ du monde du milieu, qui est représenté par l'air, l'atmosphère, mais qui est aussi le champ chez les chrétiens dans les traditions primordiales, c'est la mer, et chez les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Et en réalité, c'est tout le champ de la mer bienveillante, si on veut. C'est tout ce qui est enveloppant, matriciel, contenant. Et le monde d'en haut, donc, qui est relié aux étoiles, à la connaissance, le Père ou le Papa dans les traditions plus primordiales, quoi. Et donc le corps a cette image-là. Le corps et notre être a cette image-là. Donc le corps étant complètement de la matière, c'est pas du tout réducteur quand je le dis, c'est vraiment tout son champ de vitalité, d'intelligence, de capacité de choix, comme un creuset dans lequel en fait notre être va grandir et se développer. Donc le corps comme un creuset qui est lui-même à l'image du cosmos, qui fait que tout notre être va grandir. Donc, et c'est là-dedans que l'âme va s'installer, en fait, que je préfère nommer conscience. C'est-à-dire qu'on sait que l'être est fait d'un champ vital, d'un champ de conscience et d'un champ supraconscient. Le champ supraconscient étant la part de nous qui est l'image de ce monde d'en haut, de ce monde des étoiles, et la conscience étant l'image de ce monde du milieu, c'est-à-dire de ce qui enveloppe, de ce qui contient. La conscience étant ce qui fait que je suis conscient de mes émotions, conscient de mes pensées, conscient de mes actions, mais je ne suis pas elle. On est bien d'accord que les blessures et ce qu'on subit en grandissant lors de notre enfance, etc., peut nous bloquer ce potentiel d'être et de cette connexion à la supraconscience, à la conscience, et qu'il y a un vrai travail de guérison. Ça fait partie de ce que vous expliquez, de ce que tu expliques, non ? Oui. Oui, complètement. Ça a été la préoccupation de base en fait. Si le corps manifeste des symptômes, il dit quelque chose et il dit pour moi, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin de grandir, donc il ne s'agit pas qu'on me dise quoi faire. Le corps qui est malade, selon moi, n'appelle pas à être rééquilibré, il n'appelle pas à ce qu'on enlève les symptômes, il appelle à ce qu'on entende un message qui est un cri qui dit j'ai besoin de grandir. Évidemment, les traumatismes qu'on a subis en sont la source dans le passé. Mais je me suis vraiment attaché à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment à ce moment-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour un enfant, et même intra-utéro, qui fait qu'il y a des traumatismes, et pourquoi est-ce qu'il perd cette espèce de dynamique que je nomme alchimique, en fait. Pourquoi est-ce qu'il perd cette capacité de simplement un réceptacle, ce corps des forces d'en bas, des forces du milieu, des forces d'en haut, de façon à ce que notre être en entier grandisse, en faisant des boucles successives d'intégration. Et en effet, ces traumatismes sont importants parce que ce sont des moments où l'être ne reçoit pas ce dont il a besoin. Et il ne reçoit pas la reconnaissance, il ne reçoit pas l'affection, il ne reçoit pas... Et dans certains cas, même, ça peut aller plus loin. C'est-à-dire que dans nos traumatismes, on peut être en position d'être en danger. C'est-à-dire qu'on peut vivre un environnement qui cherche à nous prendre. C'est-à-dire qu'il cherche à prendre à ce corps en fait, des ressources qui sont complètement vitales. Et qui font que l'individu corps, avec son intelligence, émet des choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout petit, dès le ventre de la mère, on sait qu'on est dans un environnement qui est complètement... qui a des failles, qui peut être toxique. On le sent déjà dans le ventre ? Oui. C'est là où il y a une intelligence instinctive qui est fabuleuse. C'est-à-dire que l'enfant dans le ventre, en fait, est tout de suite dans une trame, dans une espèce de matrice, qui fait que il sait que pour grandir, il va falloir qu'il fasse des choix qui ne sont pas forcément physiologiques, qui va faire qu'il va devoir dévier la physiologie de son corps pour pouvoir exister dans ce monde qui est extrêmement complexe. Comment il peut savoir ça alors que son cerveau, ses capacités, il n'a pas encore vu le jour, il n'a pas encore... Comment il peut savoir ça ? Eh bien, parce que d'abord, c'est son corps entier qui pense. C'est le corps en entier qui pense. Et que de toute façon, tout est déjà contenu dans l'ADN dès le début, dès la première cellule. Et puis après, c'est l'expérience thérapeutique, bon, après, qu'on peut remettre en question, mais que quand on cherche à retrouver l'origine, ça renvoie à des événements que des fois la personne peut relayer à des connaissances que ses parents lui transmettent, qui sont des fois renvoient même avant les 3 mois où le corps est quasiment complet. Donc déjà dans les 3 premiers mois, il y a des
Il y a des vécus qui font que, des fois très ponctuels, ou des fois juste une globalité. C'est-à-dire qu'il y a des fois une ambiance globale qui fait que là, l'individu, c'est assez pragmatique, hein, c'est dire, je suis dans un environnement, je veux vivre. D'abord, est-ce que dans cet environnement, j'ai vraiment envie de vivre? Je pense que c'est un vrai choix. Peut-être qu'il y a des fausses couches qui sont liées à ça. Peut-être que juste, c'est tellement compliqué. Et puis, tellement compliqué par rapport à ce que je suis venu faire. Voilà. Je pense qu'on vient tous avec quelque chose de précis. On vient faire quelque chose de précis. D'ailleurs, on a tous des corps différents. Donc, ayant tous un corps différent, on a tous des facultés différentes. On vient accomplir quelque chose. Peut-être que dans certains environnements, la contrainte est tellement forte, le contrat à remplir pour pouvoir avoir le droit de vivre est tellement contraignant que dans certains cas, le meilleur choix est peut-être de partir. Et dans d'autres cas, c'est d'accepter des compromis, mais qui sont assez brutaux au niveau de l'activité de notre corps. Juste un petit exemple, si tu veux, qui m'a vraiment éveillé moi dans ma pratique. C'est une femme qui était venue me voir qui avait des vertiges parce qu'elle avait cherché à avoir des enfants avec un traitement homéopathique. Donc vraiment quelque chose de très doux. En fait, cette femme n'avait qu'une ou deux règles par an. Et en discutant avec elle, c'était avant que j'ai développé vraiment toute cette approche, c'était, on va dire, un de mes cas déclencheurs d'une réflexion. Cette personne, en fait, était la 7e enfant d'une famille, beaucoup plus jeune que les autres, et sa mère l'avait fait explicitement pour la retraite. Et lui avait dit toute son enfance, il lui a dit, ma petite, voilà, toi tu es très gentille, tu m'aimes beaucoup, je t'aime beaucoup, et tu t'occuperas bien de moi quand je serai vieille. Donc cet enfant, pour avoir le droit de vivre, devait accepter ce contrat qui était très clair. Elle était faite, pas pour faire des enfants, pour s'occuper de sa mère. Quel poids, ouais. Et elle le faisait, en plus. C'est-à-dire qu'en effet, de cet enfant qui habitait tous dans le coin, c'est elle qui s'occupait de sa mère, après que son père soit mort. Et elle le faisait avec beaucoup d'amour. Mais sa physiologie en était déviée. Et elle continuait à remplir ce contrat qui faisait que non, elle n'était pas faite pour faire des enfants. Donc le fait de vouloir faire un enfant, elle allait contre un contrat de base et qui était en fait qui impliquait se couper de sa mère, d'où le vertige. Enfin, le vertige est souvent un symptôme de manque de relation à la mère, qui nous assure cette stabilité en fait. Et donc, comment libérer ça? Donc, une fois qu'on en est conscient, parce que pas mal d'entre nous ont déjà conscience de certaines choses comme ça qui ont été, qui sont limitantes, mais après, on en fait quoi? Comment le corps, en fait, comment arriver à intégrer ça parce qu'on n'aide pas le corps vraiment à absorber ou à évacuer ou à, je ne sais pas vos mots, tes mots. Mes mots seraient plutôt déjà transmutés. À établir de nouveaux choix. C'est-à-dire qu'il y a des choix de fonctionnement en nous, et en nous, ça peut faire d'autres choix. Et la première étape, c'est déjà d'abord, en effet, de prendre conscience de ces choix. Donc ne plus prendre conscience de nos personnalités comme étant des ennemis, mais comme étant des gardiens qui font de leur mieux. Et déjà, de cette gratitude profonde, ces personnages qui nous protègent en nous, qui sont ceux qui nous font le plus chier en même temps, c'est-à-dire nos manies, nos personnages, qui sont en fait des gardiens, quand ils sont reconnus dans leur fonction de gardien, il y a un relâchement qui s'opère. Et c'est là où on est dans une fonction de conscience. C'est là où en effet notre part non corporelle intervient. C'est la part de nous qui est matricielle, comme une mère qui a un enfant qui est traumatisé, elle ne va pas lui faire des discours. Elle ne va pas lui dire qu'il ne doit pas être traumatisé. Elle va le prendre dans les bras et elle va le serrer le temps qu'il a besoin pour qu'il relâche. De nous-mêmes à nous-mêmes, c'est pareil. Je me suis structuré d'une certaine façon pour me préserver d'un environnement. Je ne suis pas fou, mon corps a fait ça, j'ai fait ça pour des bonnes raisons, et c'est peut-être encore des bonnes raisons aujourd'hui, parce que notre environnement n'est pas absolument rose. Et je ne peux pas dire d'après des livres ou d'après des codes établis comment je devrais fonctionner. Ça passe donc d'abord par cette étape fondamentale qui est de voir, d'accueillir et d'aimer. Et de dire oui, en fait. C'est-à-dire de dire oui à un fonctionnement qui s'est établi, qui est fabuleux, en fait. C'est incroyable. Plus je pratique, plus je suis émerveillé, en fait, de la richesse des structurations qui se mettent en chacun, qui sont tous, en fait, au service d'un trésor. Ce dont je parlais tout à l'heure, on vient tous sur Terre avec un don particulier, avec quelque chose à faire. Et c'est comme si tous nos personnages, même toutes nos limitations, toutes nos compulsions, en fait, n'étaient là que pour une chose, c'est pour veiller sur ce trésor. Pour veiller sur lui, coûte que coûte.
quitte à l'enfermer complètement dans une boîte bien close, mais à ce que, avant tout, il reste vivant. Et que peut-être un jour, il puisse émerger. À quel moment il peut émerger? Eh bien, on a un petit peu envie d'avoir le cadeau, hein. C'est sûr. Eh bien, c'est là où ce regard de bienveillance est super important. Et donc l'extérieur est important. Il y a des conditions extérieures qui sont importantes. Après, c'est un peu complexe dans notre structuration parce qu'en effet, l'être se referme pour se protéger. Là, c'est une dynamique qui est subtile chez l'être humain. C'est-à-dire que n'ayant pas reçu ce dont il a besoin tout petit, les mécanismes de protection se referment et se rendent hostiles aussi à l'aide. Et heureusement, parce que sinon, l'enfant ne pourrait pas grandir. Il remettrait ses mécanismes de survie en permanence en question. Et c'est comme s'il aurait exposé, voilà comment je fonctionne, comment je me protège, donc ce serait de la folie. Donc à l'âge adulte, c'est vrai que c'est un vrai, ça rejoint les mythes, hein, c'est un vrai travail de chevalier, d'aller retrouver le dragon pour le retrouver et passer derrière lui pour accéder au trésor. Mais ce dragon, c'est une part de nous, et c'est notre meilleur allié, parce que c'est lui qui protège le trésor. Donc le soutien de l'autre est extrêmement important, donc c'est la base de la thérapie que j'ai développée, c'est que... Qui s'appelle les 9 La thérapie des 9 souffles. Parce que j'ai développé une... Souffle d'or, c'est sympa. En plus. T'es par les souffles. Au souffle d'or. Oui, c'est un petit clin d'œil très sympa. Et qui fait que... Je considère qu'il y a 9 familles d'archétypes principaux dans le corps, qui sont 9 groupes d'intelligence qui ont chacune des fonctions spécifiques, qui ont la capacité certaine de se relier à certains aspects de la Terre, d'autres à certains aspects du ciel, d'autres à certains aspects de l'air qui nous environne, qui ont des fonctions d'alchimie, c'est-à-dire de prendre ces éléments, de les transmuter, et qui normalement agissent ensemble comme une communauté d'archétypes. Et c'est le corps, c'est l'activité intelligente du corps. Et quand on sait s'y relier, donc par le contact manuel, par un certain placement, par une certaine écoute, on peut dialoguer avec eux pour voir comment ils sont organisés aujourd'hui, en rapport toujours à une demande de la personne, c'est-à-dire en rapport avec un symptôme ou une difficulté de vie, qui peut être physique ou pas, et qui va révéler en fait l'organisation du corps dans ce que je disais de merveilleux. On va pouvoir voir le dragon, comment il fonctionne, comment il se protège, qu'est-ce qu'il protège, et que d'accueillir ça. C'est là où le regard de l'autre est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est une thérapie où je ne demande rien à la personne. Enfin, on discute avant la séance, mais dans la séance elle-même, je vais raconter une histoire. Je vais lire l'histoire du corps. Et je ne En fonction de son archétype. En fonction des archétypes qui vont se montrer. C'est-à-dire que le corps va intuitivement me montrer vers quelle zone du corps je dois aller écouter. Et à chaque zone du corps, je vais écouter quelle est la limite de la personne, qu'est-ce qui est bloqué. Je vais écouter quel est le personnage en elle, quel est l'archétype qui a pris le contrôle. Je vais écouter qu'est-ce qu'elle protège comme trésor. Je vais écouter comment elle interagit avec l'extérieur, comment elle se nourrit de l'extérieur, quels sont les compromis qui sont établis. Et avec une progression qui est très poétique, en fait, qui est très des évocations. C'est chamanique même. C'est proche du voyage chamanique, oui. Mais c'est des intuitions qui sont très guidées. C'est-à-dire que je vais passer d'archétype en archétype avec des questions précises, enfin de zones du corps qui me disent de quel archétype avec des questions précises, sont des portes à l'intuition, où se raconte une histoire extrêmement personnelle, en général très très compréhensible par les gens, parce que ça ne fait pas référence à des choses extérieures, mais à un vécu qui, tout en étant imagé, leur est très très accessible, dans lequel ils peuvent se reconnaître. Et je pense que ce qui fait du bien dans ce type de soins, c'est de se sentir reconnu. C'est-à-dire d'entendre de la voix de quelqu'un d'autre, voilà comment tu fonctionnes et bravo. Oui. Le bravo est important. Et c'est ça à chaque étape. Quoi que j'écoute la limite, quelqu'un qui a arrêté à un tel endroit, je lui dis mais bravo. Bravo d'être arrêté là parce que enfin t'arrêtes de vouloir t'adapter. T'arrêtes de vouloir faire comme si ça allait bien. Non, tu dis non, là ça j'y arrive pas. Donc on prend le temps de dire bravo à ça. Comme une magnifique question qui se pose. Puis après de dire au personnage qui est derrière ça et qui est limité mais qui est un gardien, de lui dire mais bravo. Et montre-moi comment tu fais, et bravo, ah voilà l'énergie que tu donnes à ton environnement, mais bravo, voilà ce que tu récoltes autour, mais bravo. Alors cette énergie, elle peut être noire, non ombre, plus ou moins, même, ça doit faire peur un peu par moment, non, de se faire face à ça. Je veux dire, comment on peut calmer une telle... C'est comme s'il y avait une autre âme, une autre force, un type d'énergie qui est troublé, hein, plus ou moins. Oui. C'est ça, c'est vraiment très proche du voyage initiatique, c'est-à-dire qu'en fait,
On va plonger avec la personne, et je dis on parce qu'en fait dans ma pratique je fais entièrement partie du voyage. C'est mes propres ressentis corporels qui vont être importants, et je ne peux que voyager avec l'autre. En ça c'est très proche du voyage chamanique. Je ne fais pas faire quelque chose à l'autre. Je ne l'emmène pas sur un chemin qui est extérieur, je vais avec elle. Et cet accompagnement en effet passe par des aspects qui peuvent être très sombres, mais d'accepter de rester avec fait que l'ombre se montre très vite comme quelque chose de merveilleux en fait. On peut voir des personnages qui sont en effet très très déviés de leur archétype de base. On peut voir une reine comme un mendiant ou comme un espèce de gnome tordu qui contrôle tout. Tout est possible au niveau de l'imaginaire. Et ça peut être des aspects qui peuvent paraître sombres. Mais si on a ce parti pris d'emblée que non c'est super, qu'on va dire oui, 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 en fait ils montrent surtout leur qualité. Et c'est pas si effrayant que ça en réalité. Et quand on traverse ça, à force de dire oui, quelque chose émerge de dedans qui a envie de dire, de prendre le relais. Et je pense que c'est un parti pris aussi que j'ai qui est fondamental, c'est que quand la personne vient, c'est que déjà elle a des ressources en elle. Et que mon travail va être juste de dire oui, 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 oui à tout ce qui est déjà là pour que cette ressource nouvelle qui est là en elle puisse dire oui. On puisse lui dire oui aussi. Et que les mécanismes qui étaient déjà là puissent dire oui aussi à cette ressource. Et on va accompagner ça. On accompagne ça jusqu'à ce que ça devienne très concret pour la personne. Que ça puisse être, qu'elle puisse partir avec comme un acte de pouvoir ou un objet de pouvoir ou une attitude très claire, quelque chose sur lequel elle puisse s'appuyer. Comment est-ce qu'elle peut accompagner à sa mesure le changement ? À sa mesure, parce qu'en fait le changement se fait là. Le fait que le corps soit écouté, ça peut provoquer des changements énormes. Ce trésor contient de l'information sur notre mission de vie, sur ce qu'on est venu faire sur Terre ? Oui, c'est ça. C'est des aspects en nous qui sont précieux et fragiles. Et qui sont souvent ceux qui ont eu besoin d'être protégés. Dans un environnement qui n'est pas forcément complètement bienveillant avec ce qu'on pourrait amener de neuf dans le monde. Ces aspects de nous qui peuvent apporter de la nouveauté ont souvent besoin d'être protégés. Et c'est là où il y a une énorme violence dans notre société. On n'est pas accompagné rarement accompagné en tant qu'individu à montrer, à révéler ce qu'on a de neuf à apporter au monde. Ce qui est l'inverse d'une société, on va dire, primordiale, idéale, parce que sachant évidemment que ce n'est pas toujours le cas non plus, mais où le cercle de la communauté est au service de ce que chacun révèle, ce qu'il a de merveilleux en lui, mais plus que de merveilleux, c'est-à-dire de nouveau à amener au monde. Donc cette écoute amène à mettre ça en lumière, à mettre ces aspects-là en lumière. Parce que d'une séance à l'autre, c'est comme un prisme à 1000 facettes. On ne pourra jamais dire « Ah, voilà, ça c'est ma mission de vie ». Et on pourra dire « Ah, j'ai un trésor qui est là, et ce trésor, personne ne sait, même pas moi, quelle forme il va prendre dehors ». C'est en ça que nous sommes tous des divinités en germe. Il n'y a nulle part écrit, même à l'intérieur du corps, voilà ma mission. On ne va jamais trouver cette petite étiquette nulle part, quoi. Par contre, on va trouver un réservoir de potentialité qui est à naître. Qui a multifacette, qui va pouvoir être nommé de différentes façons suivant les séances, et qui est juste un potentiel, qui est juste un germe. C'est lui qui va dire qu'est-ce qu'il va faire. Et pour qu'il germe, quel est le terrain, quel est le terreau ? La bienveillance. La bienveillance envers soi-même, une forme de détermination aussi. Les Amérindiens disent que pour participer au grand mouvement cosmique, il y a besoin de très peu de choses. Il y a besoin d'une toute petite action. C'est une image qui est très jolie, parce que c'est très connu, vous savez, cette image de la pipe sacrée. Les Amérindiens relient un foyer qui représente la terre avec un fourneau qui représente le ciel. Et on connaît moins un troisième objet qui fait partie du package, on va dire, du porteur de pipe, c'est un petit bâton qui sert juste à tasser un peu le tabac pour qu'il brûle bien. Et le reste on n'a pas à agir, quoi. Il y a cette petite action. Donc il y a une petite action à poser. Et cette écoute du corps, je parle d'écoute du corps, mais cet aspect on le transmet aussi à travers le mouvement, à travers la danse, parce que cette écoute en fait est accessible à chacun. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on a tous un corps.
ce que je fais moi quand j'écoute un corps, à travers des stages et des formations, j'ai pu voir que tout le monde peut écouter, à condition de savoir bien poser les questions, à condition de savoir d'être un peu accompagné et de savoir à quoi poser les questions et comment poser les questions. Quand on pose la bonne question au corps, le corps répond. Et on peut écouter sur l'autre, mais on peut écouter sur soi. Et on peut le faire à travers la mise en mouvement, ça peut être à travers le mouvement dansé, ce qui est un aspect très important de notre travail. Ça peut être fait à travers l'écoute manuelle, à travers une méditation guidée ou personnelle quand on est expérimenté. Mais mon expérience, c'est que dès lors que les questions sont bien posées, qu'il y a des portes précises avec ces archétypes qui sont très précis, c'est accessible en fait à tout le monde. C'est très très accessible. Est-ce que le corps est totalement clair et transparent? Je veux dire, est-ce que notre société, le fait qu'il y ait tout ce brouhaha, cette souffrance, les médias, ce qui véhicule, la façon dont on mange, tout ça, ne retiendrait pas aussi ce corps d'être en pleine action? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail peut-être nutritif derrière, au niveau de la nutrition, au niveau de ce qu'on écoute, au niveau de notre façon de faire, pour permettre vraiment à encore plus aller vers ce potentiel? C'est un sujet un peu délicat, parce qu'en fait, oui, ça paraît de bon sens que de manger des aliments vivants, c'est important. Ça paraît de bon sens que de bouger son corps, c'est important. Et en même temps, si on veut absolument tellement faire à notre corps des bonnes choses, on peut devenir un super intégriste et apporter à notre corps des choses dont il n'a pas du tout envie en fait. Peut-être qu'il a envie d'un bon steak frites. Évidemment, si on mange que des steaks frites tous les jours, ça risque un petit peu d'être un problème. Il y a peut-être besoin d'écouter un peu plus en profondeur. C'est-à-dire que son premier besoin, c'est d'être entendu. Mais entendu, j'aime beaucoup... Complexité là quand même. Oui, mais c'est lié au niveau d'écoute. C'est-à-dire que souvent, un enfant qui demande des bonbons, on va dire bon, tu fais un caprice. Alors que si on écoute vraiment son besoin de bonbons, il y a un autre besoin derrière. C'est-à-dire que si on écoute son envie de bonbons, il y a un besoin. Si on écoute notre envie de steak frites, il y a peut-être un besoin de steak frites, mais il y a peut-être un besoin, je ne sais pas, par exemple de confort ou de tendresse ou de vivant. Si on a envie de viande, c'est peut-être qu'on a envie d'un peu d'énergie. Peut-être. Et c'est là où le rapport au corps pour nous est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, tout est bon à prendre. Mais ça ne veut pas dire, dans le zen on dit, faut dire oui à sa peur. Mais faut pas faire ce qu'elle nous dit de faire. Et c'est sûrement la seule chose qu'on puisse vraiment faire en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer nos émotions, on ne peut pas changer nos pensées, on ne peut pas changer ce qu'on ressent, mais on peut changer la façon de l'exprimer. Et on peut changer la façon exprimée dans le sens très large, pas seulement la parole, c'est qu'est-ce que j'en fais. C'est-à-dire je peux très bien, si je ressens une envie de tout casser autour de moi, je peux soit le faire, soit le refouler, soit l'écouter. Et en l'écoutant, je vais certainement aller rencontrer un vrai besoin. C'est le début de tout notre travail, que ce soit en danse ou en thérapie manuelle. C'est toujours cette première écoute qui dit finalement, c'est comme si on disait d'abord à un enfant, oui, tu as envie de bonbons, oui. Mais on ne va pas forcément lui en acheter. Donc la personne vient, il y a une grosse envie. Mais et si on reste à ce niveau d'écoute, on est dans une confusion complète. On va croire qu'il faut dire... On va confondre nos besoins et nos envies. Donc on va croire qu'il faut dire oui à tout ce que notre corps dit. Mais non, il a d'abord besoin d'être écouté. Donc il n'a pas besoin qu'on fasse ce qu'il nous dit de faire. C'est une grande distinction. Oui. Par contre, il va avoir besoin à un moment donné de faire ce qu'il nous dit de faire. Mais une fois qu'on l'aura entendu, c'est là où il y a alchimie en fait. Il y a une boucle, c'est-à-dire qu'on passe d'une envie, on va prouver le besoin, derrière ce besoin toute la structuration, derrière cette structuration les ressources nouvelles qui peuvent émerger, derrière ces ressources nouvelles une nouvelle structuration qui peut se mettre en place, et ensuite de quoi il a besoin pour que cette nouvelle structuration interne, ces nouveaux choix s'installent. Et là, par contre, le corps nous dit, après toute cette écoute, que ce soit par l'écoute des mains ou la danse ou par un voyage personnel, là, il nous dit quelque chose qui est presque une injonction. Et que là, il est fondamental de suivre. Vital. Vital. J'ai beaucoup d'expériences de gens qui, à la fin d'une séance, par exemple, reçoivent une information précise de faire quelque chose et ne le font pas. Et disent après, ouais, mais mes symptômes, ils passent pas, quoi. Bah oui, mais il y avait peut-être une petite chose à faire. Qui est un levier, ce qu'on appelle un acte symbolique. Ce qui est en fait un acte psychomagique.
L'acte psychomagique, on le découvre après avoir écouté le corps, vraiment, dans cette profondeur-là en fait. Sinon, il nous parle que de ses caprices en fait. Et le problème, c'est pas le corps dans ce cas, c'est nous. Enfin, c'est nous. Nous sommes aussi ce corps, mais c'est notre conscience. Voilà. Eh bien, que c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé cette interview. Merci pour de nous donner si généreusement tous ces indicateurs. Et ça donne vraiment envie de creuser la question. Et forcément, il y a le livre, et puis aussi, il y a des rencontres, il y a des stages et tout ça. Et je suis sûre que tout ça est disponible sur ton site. Le corps au cœur de l'homme. Voilà. Mes délicieux co-créateurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de la partager. Nous avons hâte de répandre toutes ces belles choses à travers la Terre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lilou. Merci, gros bisous à vous. Au revoir.